Bienvenue dans cette chronique mensuelle en partenariat avec le Cercle des Libéraux. Et aujourd'hui, j'ai prévu de vous parler de quelque chose qui commence à faire couler pas mal d'encre, qui est le revenu universel. Alors, qu'est-ce que c'est exactement? Pourquoi on en parle? Est-ce que c'est un super RSA? C'est ce que je vous propose de voir. C'est une idée donc, qui apparaît en ce moment dans les médias, d'autant plus que la Suisse va voter le 5 juin pour l'attribution d'un revenu universel de 2500 francs suisses, ça fait à peu près 2000 euros. Donc il y a une votation chez nos amis suisses. Il est expérimenté en Finlande et il existe déjà dans d'autres pays, comme nous le verrons. Alors, qu'est-ce que c'est exactement le revenu universel? C'est très simple, c'est une allocation qui remplace toutes les autres allocations et qui est donnée à tout le monde sans aucune condition de ressources ni quoi que ce soit. Et en fait, à l'origine, c'était une idée libérale. Ce revenu de base, il devrait permettre de vivre à tout le monde avec un train de vie à peu près décent. Et il avait été mentionné pour la première fois par Hayek, donc Friedrich Hayek, qui est un économiste de l'école autrichienne du XXe siècle. Et voilà ce qu'il en disait. L'assurance d'un certain revenu minimum pour tous, une espèce de plancher en dessous duquel personne ne devrait tomber, même lorsqu'il n'arrive pas à s'autosuffire, apparaît non seulement comme une protection tout à fait légitime contre un risque commun à tous, mais un élément nécessaire de la grande société dans laquelle l'individu n'a plus de demande spécifique pour les membres. Alors ça figure donc dans un des ouvrages d'Hayek, le tome 3 de Law, Legislation and Liberty. Bien, alors qu'est-ce que c'est que cette grande société? Dans l'esprit d'Hayek, qu'est-ce que c'était? C'est très simple. C'est que pour Hayek, qui combattait tous les totalitarismes, et il est né à l'époque de la montée du nazisme, du communisme, une société devait s'organiser selon les objectifs, non pas selon les objectifs de chacun. Chacun devait pouvoir être libre de poursuivre ses propres objectifs, son propre but dans la vie, pourvu qu'il ne dérange pas les autres. Et donc la société devait être organisée, c'était une société de moyens. Et les lois, en fait, s'assurent que chacun, en poursuivant son objectif, n'empiète pas sur ceux des autres. Donc voilà ce que c'était que la grande société. Et donc, pour les libéraux, quels sont les avantages d'un revenu de base? D'abord, ça favoriserait la paix sociale. Pas de réclamation, l'individu reçoit son allocation, c'est une bonne fois pour toutes et c'est terminé, on ne parle plus de rien. Il n'y a plus de revendication. Et puis, comme chacun est libre de ses objectifs, de poursuivre ses objectifs, il affecte son allocation comme il l'entend et au but qu'il s'est assigné. S'il veut rien faire, il ne fait rien. S'il veut travailler, il travaille. S'il veut l'investir, il investit. Bon. Le deuxième point, c'est le revenu de base serait mieux que l'État-providence. Parce qu'en fait, tous les programmes censés lutter contre la pauvreté sont très compliqués. Ils emploient beaucoup de fonctionnaires, il faut définir les critères, il faut s'assurer que les critères sont respectés, il faut voir ce que les gens font de leur argent, enfin bref, toutes sortes de contrôles. Donc là, on simplifie tout, moins de bureaucratie, moins coûteux. En plus, les programmes contre la pauvreté, en général, n'ont pas donné satisfaction. Sinon, s'il y en avait un magique, évidemment, tout le monde l'aurait. Et puis, troisième avantage, un revenu de base, ça permet de supprimer en fait toute la démagogie électoraliste qui consiste à promettre à un petit groupe des avantages qu'on va faire financer par un autre petit groupe qui ne vote pas pour vous. Donc en France, vous pensez au ministère des Affaires sociales et de la Santé, aux innombrables allocations qui sont émiettées un peu partout. Il y a à peu près 10 minima sociaux, plus les allocations logement. Bon, bref, ce serait un vrai choc de simplification. Alors voilà, donc c'est une belle grande idée. Mais comme dans toute belle grande idée, le diable se cache dans certains détails.
Alors d'abord, si on regarde la pratique, il n'y a rien d'universel. C'est-à-dire que la Finlande l'a testé dans les régions spécialement touchées par le chômage. Donc du coup, on ne peut plus parler de revenu universel. Celui de l'Alaska, il est indexé sur la rente pétrolière. Donc voilà, en fait, on peut se dire que si la rente pétrolière baisse, ça veut dire que les besoins des gens baissent. Enfin, c'est plus très logique. En Inde, donc il a été testé dans le district d'Indore, en Inde, et en fait, les résultats ne sont pas si probants que ça. Donc ça, c'est les détails de mise en pratique. Et puis, il y a d'autres points qui sont quand même importants, qui sont qu'est-ce qu'un revenu décent? Par exemple, on va prendre la France. Est-ce qu'un Provençal à l'abri des aléas climatiques a besoin de la même somme d'argent qu'un habitant de la petite Sibérie dans le Jura? On peut quand même se poser la question. Et puis évidemment, c'est qui paye? Alors, vous me direz que ceux qui poursuivent des objectifs financièrement ambitieux peuvent payer pour les autres. C'est vrai, et c'est très bien. Mais soit le revenu minimum est décent et permet à tout le monde de vivre décemment, et donc on peut supposer qu'il y aura plus de monde qui a envie finalement de s'assigner des objectifs philanthropiques ou pas lucratifs, et peu de gens qui travaillent. Et à ce moment-là, il y aura qui travaillent de façon lucrative ou qui aient des objectifs financiers. À ce moment-là, il y aura une pression grandissante sur ces gens-là. Donc, et comme nous sommes en démocratie, évidemment, la majorité qui perçoit le revenu universel voudra toujours plus par rapport à la minorité qui, elle, sera plus contributrice à ce revenu minimum universel, même si elle-même en bénéficie sous forme de réduction d'impôts. Donc, et puis il y a un dernier grand point sur lequel tout le monde n'est pas d'accord, c'est est-ce que recevoir sans contrepartie est moral, quand on est en dehors du don, évidemment. Donc, même en Suisse, il y a des critiques les critiques commencent à se développer sur le revenu libéral. Il y en a un de Pierre Bessard, donc, qui écrit dans l'AGFI suisse, et qui dit qu'il y a un danger qui est l'illusion que l'être humain peut vivre aux dépens des autres, des efforts des autres. En fait, je pense que si on voit cette idée refaire surface, c'est parce qu'on se rend bien compte que les politiciens se rendent bien compte qu'ils n'ont plus tellement de rêves à distribuer aux gens, que l'État-providence tel qu'il est organisé aujourd'hui, il est à bout de souffle, et qu'on veut essayer de sortir une idée neuve en se dispensant de faire le ménage dans ce qui existe déjà probablement. Et puis finalement les siècles passent et puis la nature humaine change peu. Et un autre économiste au XIXe siècle, Frédéric Bastiat, disait l'État, c'est la grande fiction à travers laquelle tout le monde s'efforce de vivre aux dépens de tout le monde, car aujourd'hui comme autrefois, chacun, un peu plus, un peu moins, voudrait bien profiter du travail d'autrui. Ce sentiment, on ose l'afficher, on se le dissimule à soi-même, et alors que fait-on? On imagine un intermédiaire, on s'adresse à l'État. Voilà, donc vous pouvez nous retrouver, nous partager cette vidéo donc, sur YouTube, sur Facebook évidemment et Google. Et à bientôt pour le mois prochain. Et on verra ce que les Suisses auront voté.